Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. En quelques décennies, l'Afrique est passée du continent meurtri par les conflits, les guerres et la famine au continent avec un avenir très prometteur si l'on en croit les nombreux rapports d'institutions internationales et de grandes banques. Cette nouvelle donne serait favorisée par la combinaison de trois facteurs: une démocratisation progressive, une démographie galopante et une croissance économique soutenue. Mais ça, c'était avant l'arrivée du coronavirus. À quoi vont donc ressembler les investissements après cette période de crise sanitaire? Avant de tenter de répondre à cette question avec notre invité, allons-y comprendre comment vous définissez le mot investissement. Selon moi, un investissement est une dépense immédiate qu'un individu opère dans le but de générer des bénéfices à long terme. Un investissement. Je ne suis pas dans ce domaine. Moi, je fais les belles vitrées. L'investissement, c'est le fait de mettre de l'argent dans une affaire, un projet, dans le but d'avoir un retour. C'est-à-dire que ça nous reporte un bénéfice qu'on pourra par la suite réinvestir. Maintenant, il y a plusieurs activités, le commerce, ou bien les activités de services. Voilà. Pour que tu investisses pour demain, pour toi-même. Si tu es vieilli, tu prends les retraite, tu as des choses qui te portent de l'argent, tu manges jusqu'à ta fin, c'est tout. Alors là, investissement, alors là, je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Vous l'avez donc compris, investissement, un mot complexe, mais que nous disent les livres? Allons-y voir. L'investissement est l'action d'investir, c'est-à-dire d'acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer le rendement ou de placer des capitaux dans une activité économique, dans une entreprise et autres. Le moteur de l'investissement est la perspective d'en retirer un profit. En effet, investir consiste à engager une importante dépense aujourd'hui afin d'obtenir un bénéfice dans le futur. La décision relative à un investissement est prise en comparant les profits espérés avec le taux d'intérêt d'un placement financier. Dans une entreprise, la distinction entre investissement et charge est établie sur le fait que l'investissement modifie durablement le cycle d'exploitation et permet sa croissance, tandis que la charge est consommée dans celui-ci. À quoi vont ressembler les investissements après la Covid-19? Nous allons en parler avec notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Jean-Philippe Ndombe-Yogué. Il est économiste et financier. Il était également ancien directeur général des programmes d'investissement, ancien conseiller des ministres de la planification et de l'économie, ancien secrétaire général des ministères de l'économie, des travaux publics et du pétrole. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Nous parlons avec vous de l'investissement, mais d'abord, combien de types d'investissement existent-ils? Alors, les types d'investissement, vous en avez 4 ou 5 types d'investissement. Vous avez, on va dire ce que nous appelons, vous avez l'investissement privé, vous avez l'investissement public, naturellement. Et dans l'investissement privé, vous avez les investissements directs étrangers. Vous savez, ce sont des investissements de partenaires extérieurs qui investissent dans notre pays. Ce sont tous les grands groupes qui viennent chez nous pour investir. Mais alors, le problème qu'il y a avec ces investissements étrangers, c'est qu'ils se concentrent sur un certain nombre de secteurs limités, dont certains depuis les indépendances, en fait. Il s'agit du secteur des ressources naturelles, c'est-à-dire c'est les mines, c'est le pétrole, c'est le bois. Vous avez le secteur agro-industriel également, c'est le coton dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le palmier à huile dans notre pays, c'est l'EVA. Et vous avez ce qu'on appelle les secteurs de souveraineté qui ont été privatisés par le secteur public. Et donc là, vous retrouvez les télécommunications, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez l'eau, vous retrouvez le transport aérien, le transport maritime, etc. Donc ça, c'est du côté des investissements privés. Donc ça, c'est l'investissement direct extérieur. Et vous avez les investissements privés nationaux ou locaux, ceux-là. Le niveau de ces investissements locaux est plus faible que le niveau de l'investissement direct étranger. Et notre investissement local, il se concentre essentiellement sur l'agriculture, sur les services, le commerce, le tourisme, donc les petits hôtels, etc.
Et voilà essentiellement ce que nous retrouvons. Et enfin, nous avons les investissements du côté du public. Vous avez l'investissement de l'État central. Donc, c'est le budget d'investissement, c'est ce que l'État fait en matière de route, en matière de santé, en matière d'éducation et tout ça. Et vous avez les investissements des collectivités locales. Il faut dire que l'investissement central, bon, sur le continent, il est un peu erratique, c'est-à-dire en dents de scie. Ce n'est pas régulier. Mais Jean-Philippe, s'il fallait dresser ou faire alors un descriptif de l'écosystème des investissements sur le continent africain, on dirait quoi? À quoi ressemble notre écosystème justement concernant les investissements? Est-ce qu'on a des atouts pour attirer les investisseurs? Des atouts, nous en avons, mais c'est un peu cet écosystème que j'ai commencé à vous décrire, à savoir que les investissements directs étrangers, l'investissement privé local qui est relativement faible et concentré sur les petits secteurs d'activité, l'investissement de l'État central qui, lui, est un peu en dents de scie et est concentré essentiellement sur les infrastructures, et l'investissement de collectivités locales qui est quasiment inexistant aujourd'hui parce que ces collectivités n'ont pas de ressources. Mais à côté des investissements, vous avez l'environnement des affaires, c'est-à-dire l'environnement nécessaire pour promouvoir ces investissements. Et là, cet environnement des affaires ne répond pas toujours aux attentes des investisseurs. D'accord. Donc ça, c'est notre écosystème. Mais à côté, vous avez le potentiel maintenant de l'Afrique, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un énorme potentiel. Nous avons des ressources, nous avons la population jeune, mais seulement nous avons des problèmes de gouvernance. Nous avons des problèmes de gouvernance. Comment on fait alors pour sortir d'une telle situation? Quelles sont les pistes de solution? Alors, les pistes de solution, il y en a plusieurs. Je vous ai dit en parlant d'investissement direct étranger, pour commencer par là, pour dire qu'il faut que l'investissement direct étranger aille dans des secteurs autres que ceux dans lesquels ils sont concentrés actuellement. Et pour pouvoir le faire, je pourrais prendre le cas du Gabon. Le chef de l'État a pris une décision il y a quelques années. Alors bon, tout le monde a crié lorsqu'on a interdit l'exportation de grumes. Mais on a obligé les investisseurs privés dans le secteur bois à transformer une partie de ce bois sur place. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des retombées, des résultats positifs. Ce qui a été fait pour le secteur privé, en ce qui concerne le bois, peut être fait pour les autres secteurs de ressources naturelles. Je veux parler du pétrole, je veux parler des mines, je veux parler des autres secteurs. Il faut amener nos partenaires investisseurs privés à transformer une partie de nos ressources sur place. Et ça, c'est le gros problème de l'Afrique, à savoir qu'on exporte la ressource naturelle en direction du nord, où on la transforme, donc on rajoute de la valeur ajoutée, alors qu'on pourrait transformer au moins une partie chez nous. Et donc, tout ce processus, quel est le rôle joué par les grands groupes internationaux? Les grands groupes internationaux, ils apportent leurs capitaux, naturellement. Ils investissent, ils répondent à une demande qui est exprimée sur le marché international. Maintenant, encore une fois, comme je disais, c'est à nous de prendre toutes nos dispositions pour que ces grands groupes ne viennent pas seulement chercher la ressource chez nous, Bien sûr. pour la ramener chez eux, pour rajouter de la valeur ajoutée et faire en sorte que lorsque vous prenez le prix d'un kilo de cacao et que vous prenez le prix du chocolat, vous voyez l'écart. Tout simplement parce que le chocolat est fait dans le Nord et nous ne produisons que le cacao. Maintenant qu'on vit au rythme du coronavirus, Jean-Philippe, est-ce que les investisseurs, est-ce que nous, on doit avoir peur qu'il n'y ait plus d'investisseurs qui puissent s'intéresser au continent africain, par exemple? Non, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur. Déjà, il faut dire que les investisseurs ont été rassurés parce que tout le monde a prédit une catastrophe sur le continent. Et on s'est rendu compte que nous avons résisté peut-être mieux que d'autres parties du monde. Et donc, c'est un élément d'assurance pour notre continent. Mais en plus, ce que je veux dire, c'est que je parlais des questions de gouvernance tout à l'heure. Nous avons des ressources, nous les avons toujours. Dans les investisseurs, ils viendront toujours, qu'on le veuille ou non. Vous savez, quand vous regardez les pays, même quand un pays est en guerre, la RDC est restée en guerre pendant un bon bout de temps. Vous savez, dans certaines régions, c'est des combats permanents. Mais ça n'empêche pas que les investisseurs, ils vont toujours pour aller chercher du cuivre, pour aller chercher des ressources naturelles. Donc, le potentiel est là. Les investisseurs, ils viendront toujours. Tout le problème que nous avons maintenant, c'est d'organiser mieux tout cela. Et organiser mieux tout cela passe par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est de dire qu'il faut que nous dépassions le simple niveau, les limites de nos marchés nationaux. Parce que, bon, le problème en Afrique, c'est que chacun raisonne un peu en termes de pays, en termes de nations. Ce sont des marchés qui sont très étriqués. Pour un industriel,
qui veulent venir chez nous, ils souhaitent avoir un marché qui soit à la hauteur de ces investissements. Donc ça veut dire promotion de l'intégration, non seulement sur régional, mais continentale. D'accord. Voilà. On parle beaucoup de zones de libre-échange continentales qu'on mettra en place. Donc vous pensez que c'est un atout? C'est un des éléments qui devrait participer à l'attraction, à l'attractivité des secteurs d'activité chez nous, donc à l'attraction des investisseurs sur notre continent. Mais nous avons d'autres problèmes, à savoir, alors, si vous élargissez les marchés nationaux, bon, il faut pouvoir transporter les marchandises. Vous voyez, là encore, nous avons un problème parce que l'intégration n'est pas suffisamment développée. Lorsque vous passez d'une frontière à l'autre, c'est les droits de douane, etc. Mais même les conditions de transport. Et là intervient un élément qui nous avons identifié lorsqu'à l'époque existait le NEPAD, parce que j'étais président de la commission infrastructure NEPAD Afrique centrale. Nous avons mis en place un programme. C'était un programme d'interconnexion, par exemple, des réseaux nationaux en matière de chemin de fer, et pour rentabiliser ces chemins de fer également en matière de télécommunications, en matière d'énergie. Vous vous imaginez si vous pouvez mettre dans un train une marchandise en Afrique du Sud pour le Maroc, ce serait formidable. Un gain, oui. Au lieu de faire un gain de temps, un gain, ça coûterait certainement moins cher et tout ça, au lieu de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, ça fait partie des éléments, mais il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas si je dois continuer. Lorsqu'il y a des crises comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, disons, celle liée à la Covid-19, généralement, comment se comportent les investisseurs? Bon, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a fermé ses frontières et chacun est resté chez soi. Donc, naturellement, les investisseurs se sont mis en position d'attente. Bon, maintenant, c'est en train de repartir, ils observent, et ils recommencent à revenir timidement sur le marché. Timidement sur le marché, c'est encore timide parce que les marchés ne sont pas encore complètement ouverts. Il y a encore beaucoup de restrictions. Et ce que nous espérons, c'est que d'ici le mois de décembre, les choses iront beaucoup mieux. Avec le coronavirus, chacun est resté chez soi, vous l'avez dit. Chacun est resté chez soi. Mais il faut dire que le corona a permis également d'identifier de nouveaux secteurs d'activité. Très bien. J'allais justement vous en parler. Il y a de nouvelles opportunités pour les entreprises, en particulier sur le continent africain. Nous avons de nombreuses opportunités nouvelles. Et d'ailleurs que les Africains ont commencé à saisir. On a commencé à produire un certain nombre de choses qu'on n'avait pas avant. Lorsque on n'arrivait plus à importer des masques, du matériel pour oxygène, etc. Eh bien, il y a des pays qui se sont mis à produire ces choses-là, de manière à pouvoir satisfaire la demande qui était la demande locale. Je crois que nous n'allons plus revenir en arrière, nous allons simplement continuer. Nous avons le secteur des médicaments, où également l'Afrique a commencé à prendre ses responsabilités. Nous avons commencé à produire un certain nombre de médicaments dont nous avions besoin nous-mêmes. Et donc, je crois que là, on a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et qui devraient, et qui vont même être faites, et qui ont même commencé à être faites. Nous sommes confiants par rapport à notre secteur privé qui, progressivement, est en train de prendre les choses à bras le corps. Donc on a des atouts, mais est-ce que les États, vous pensez que les États africains ont assez de moyens pour justement faire asseoir ces politiques-là, pour encourager les entreprises à investir encore plus? C'est vrai qu'il faut dire que le fait d'avoir fermé les frontières et tout ça, le ralentissement de l'activité économique qui est survenu avec la crise du corona, s'est traduit par une baisse de ressources de tout le monde, du secteur public, donc de l'État, et du secteur privé. Ce qui nous oblige, dorénavant, donc, à prendre un certain nombre de dispositions pour mieux gérer le peu que nous avons. Et donc, je voudrais dire que si vous prenez le secteur public, pour commencer par là, ce qu'il nous faut, c'est améliorer nos recettes autant que faire, nos ressources autant que faire se peut. Et comment on peut améliorer nos ressources? Il faut limiter les gaspillages. Parce que vous savez, on n'en parle pas suffisamment, mais ça se traduit pour les États africains par des dépenses en termes de milliards. Lorsque vous ne respectez pas, c'est des questions de gouvernance, lorsque l'État ne respecte pas un contrat qui est signé avec un partenaire, un investissement étranger, mais si l'État ne respecte pas les dispositions du contrat, le partenaire, il va dans les tribunaux internationaux pour nous porter plainte. Et quand nous avons tort, eh bien, nous payons. Lorsque vous prenez, en termes d'exécution des contrats, respectez la programmation qui est faite. Et d'ailleurs, il faut d'abord faire une programmation pour la respecter. Donc, il faut que nos pays aient des programmes qui soient des programmes de dépenses et d'investissement intégrés.
Je vais prendre un exemple. Lorsque vous voulez faire... Un programme d'investissement intégré, on parle de quoi? C'est quoi exactement? Exactement, c'est un programme qui a un objectif qui est clair, D'accord. une série d'objectifs donc, et avec l'ensemble des éléments qui concourent à la réalisation de ces objectifs qui sont clairement identifiés et pris en compte dans le programme. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous voulez faire deux exemples, le premier concerne la défense. Ce sont les militaires qui avaient l'habitude de nous dire cela. Pour dire que lorsque vous avez un avion militaire qui a 2 réacteurs, cet avion est au sol. Vous savez, vous voulez faire voler cet avion. Les 2 réacteurs sont en panne dans les 2 moteurs de l'avion. Ça ne sert à rien de réviser un seul moteur et de dire que l'autre, on va le réviser l'année prochaine, parce que si vous en faites un, l'avion ne volera pas. Bien sûr. Et si vous arrivez l'année prochaine, quand vous allez faire le deuxième, le premier sera déjà grippé, et donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'éternel recommencement, et l'avion ne vole pas. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le continent ne décolle pas. Parce que nous n'avons pas de programmes qui sont des programmes intégrés. Il faut prendre en compte l'ensemble des éléments. Prenez les fonctionnaires. Vous savez, quand nous faisons des programmes d'ajustement structurel, etc., on tape sur les fonctionnaires, on fait des recensements, on réduit les salaires, on fait ceci, cela. Mais personne ne s'est jamais intéressé aux conditions de travail d'un fonctionnaire. Comment faire pour faire en sorte que ce fonctionnaire qui est là, son rendement augmente, alors qu'on lui diminue les salaires, alors qu'il n'a même pas une table pour travailler? Comment on fait? Ce n'est pas possible. Il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments qui concourent à l'amélioration du rendement du fonctionnaire. Si c'est la rémunération qui ne bouge pas, améliorons au moins les conditions de travail de nos agents pour qu'ils soient plus rentables. Et à ce moment, on peut leur taper dessus s'ils ne font pas le job. On comprend qu'on a les moyens de mettre en place de réelles politiques pour accompagner les entreprises. On a vu, par exemple, au Gabon, que l'Agence nationale de la promotion des entreprises a décidé de mettre en place une politique pour permettre la création des sociétés en ce temps de crise du coronavirus. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une solution? Est-ce que vous pensez qu'en mettant en place des politiques pour justement les attirer mieux avec le guichet unique, abaissant certains prix, c'est déjà un début? Bien, il faut changer complètement la machine. Il faut aller plus loin. Ce n'est qu'un début, mais il faut aller plus loin. Vous savez, nous avons eu la chance, dans une existence antérieure, de faire une mission sur le Rwanda Business Board. Vous savez, l'équivalent de l'Agence nationale de promotion des investissements au Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un certain nombre de problèmes qui s'opposent à nos entreprises, à nos investisseurs. La création d'entreprises, c'est juste un petit élément. Encore que, vous savez ce qui se passe. Vous avez des gens qui ont 10 entreprises, qui créent 10 entreprises. Il a une première entreprise, quand il a des problèmes avec le fisc, il court pour en créer une deuxième parce qu'il ne veut pas payer les impôts et tout ça. Il crée une troisième, il crée une troisième. Donc en fait, quoi? Nous avons théoriquement 10 entreprises, mais en réalité, nous en avons une seule. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se mettre dans la peau de l'investisseur pour dire, bon, OK, nous avons un Chinois qui est en Chine. D'accord. Il a des capitaux, il s'est dit, j'ai envie d'investir quelque part dans le monde. Alors, il va regarder, il va demander à ses équipes où est-ce que je peux investir. Alors, s'il se dit, bon, OK, j'ai son devenu sur l'Afrique, je vais aller en Afrique. Il faut qu'il puisse accéder aux informations de notre pays. Qu'est-ce que nous lui offrons pour qu'il puisse investir chez nous? Que lui proposons-nous? Quelles sont les conditions que nous lui accordons, etc., pour qu'il vienne chez nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces informations doivent être accessibles sur le net à tout moment. Il faut des sites pour cela. D'accord? Et je vais m'aller plus loin pour dire qu'au Rwanda, les conseillers économiques des ambassades sont proposés par le Rwanda Business Board. D'accord. C'est le prolongement du bras du Rwanda Business Board. C'est-à-dire que l'investisseur qui est là-bas, qui va avoir un contact physique, il va d'abord voir le conseiller économique de l'ambassade, qui, lui, est un élément du Rwanda Business Board, donc ceux qui font la promotion des investissements du pays. Ce n'est par exemple pas le cas chez nous. D'accord? Maintenant, une fois que cet investisseur a dit OK, il a regardé les conditions, je vais aller investir au Gabon. Il se décide à venir chez nous. Qui s'occupe de ces rendez-vous, des contacts qu'il doit, etc., organiser son déplacement de la Chine jusque chez nous? Lui qui n'est jamais arrivé chez nous. Vous comprenez? Ça aussi, c'est le rôle de l'agence de promotion. Mais une fois qu'il vient,
Il prend tous ses contacts, etc. Il confirme qu'il va créer son entreprise. C'est à ce moment qu'intervient la création d'entreprise. Il ne faut pas que ça se fasse en un mois. Il faut que ça puisse se faire en 48 heures maximum. Mais une fois que c'est créé, je veux construire mon usine. Il nous demande, je la fais où? Il faut pouvoir lui trouver un terrain pour qu'il puisse faire son investissement. Ça aussi, c'est l'agence de promotion qui doit pouvoir faciliter cela. Et une fois qu'il a construit, il a un terrain, il faut amener l'eau, l'électricité. Quels sont les moyens? Ça aussi, c'est l'agence qui doit. Mais alors, spécifiquement pour la petite et moyenne entreprise gabonaise, vous savez, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, du moins nos compatriotes. D'accord. Donc, pas les moyens de faire des études de projet, ils ont des idées de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va s'adresser à notre agence, l'agence doit pouvoir faire une étude pour lui formuler un dossier bancable lorsque lui, le compatriote, a une idée de projet. Mais une fois que ce dossier est bouclé, on lui dit OK, le dossier est bon, on doit pouvoir l'accompagner dans une institution financière pour garantir le financement de son dossier. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Une fois qu'il a ce financement, il doit rembourser, mais il faut l'accompagner sur le terrain pour qu'il ne tombe pas. C'est les 3 premières années, il faut l'encadrer. On comprend que le continent africain doit mettre en place de réelles politiques Voilà. pour la promotion des investissements. Mais à côté de ça, il y a la dette africaine. Est-ce que vous pensez que l'annulation de la dette pourrait réellement aider les États ou un allègement tout simplement est un début de solution? C'est clair qu'il faut annuler notamment les intérêts. Parce que les intérêts, véritablement, ça étrangle nos pays. Si vous prenez tous les intérêts que nous avons payés dans le passé, eh bien, je ne vais pas dire comme a dit un ex-chef d'État africain, mais nous avons largement payé. D'accord? Et donc, ne fût-ce que les intérêts pour qu'on reste à rembourser le principal. Ça nous aiderait énormément à nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais à côté des questions de dette, il faut faire la promotion du partenariat public-privé. Vous savez, pour alléger le poids sur le budget de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de secteurs d'activité, on peut amener les privés à investir. Je parlais tout à l'heure de l'administration publique. Si vous construisez une cité, vous savez, dans nos pays, les administrations sont locataires pour celles qui n'ont pas de bâtiment. Elles sont locataires. Si vous prenez la moitié simplement des loyers que nos pays payent au titre de location de l'administration et que vous prenez ce montant pour prendre un partenaire pour dire construisez-nous une cité administrative, dans 5 ans, une fois que les administrations sont rentrées, on va commencer à vous reverser la moitié de ce qu'on paye en loyer aujourd'hui. Chaque année, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose sans que ça ne pèse sur le budget de l'État puisqu'on a un problème de ressources. Jean-Philippe, avant de nous quitter, cette question d'un internaute depuis le Rwanda qui dit qu'est-ce que l'avenir de l'investissement en Afrique ne sera pas porté essentiellement sur tout ce qui est durable, disons l'environnement? On va dire oui et non. Oui et non. J'en parle aisément parce que là aussi, j'ai été secrétaire permanent du Conseil climat, dont nous avons participé à l'élaboration du plan climat. Ce que nous disons, c'est que l'environnement, oui, mais il ne faut pas l'environnement qui nous empêche de progresser aussi. Vous savez, les émissions de gaz à effet de serre. On a eu un débat pendant longtemps. On nous parlait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas réduire. Le chef de l'État nous a suivis pour dire nous ne pouvons pas réduire puisque nous voulons nous industrialiser. Si nous nous industrialisons, forcément, on va émettre plus demain que ce que nous faisons aujourd'hui. Disons limitation, mais pas réduction. Donc, environnement, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Alors, cette réponse était pour lui qui nous écrivait depuis le Rwanda. Mais retenez que le continent africain a d'énormes potentialités. Mais pour prendre toute sa place dans l'économie mondiale, l'Afrique a besoin d'investissements massifs dans les infrastructures et dans la formation. D'autant plus que selon les estimations de la Banque africaine de développement, le continent pourrait perdre au moins 173,1 milliards de dollars de PIB en 2020 et 236,7 milliards de dollars en 2021. Nous recevons M. Jean-Philippe Ndong-Biyogué. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste et financier. En ces temps de crise, restez prudent, restez chez vous le plus
possible. Restez sur Gabon 24, regardez tout juste en bas, s'affichent nos différentes plateformes sociales et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.